Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir ce soir assister à la séance d'information et d'échange sur le corridor Vivacité Perle-Lièvre. Je me présente, je suis Christine Abouchika, conseillère en consultation publique au service d'interaction citoyenne. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. La rencontre qui est enregistrée, donc si jamais il y a des personnes que vous connaissez qui n'ont pas pu être là ce soir, sachez que dès demain, l'enregistrement va être disponible sur la page du projet, ainsi que la présentation que vous allez voir ce soir. Alors, permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Donc, tout d'abord, M. Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif, responsable des dossiers du transport de la mobilité active et conseiller municipal du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ils sont également, ils vont probablement se joindre à nous, vos conseillères municipales des districts concernés, Madame Alicia Despins, conseillère municipale du district de Vanier-du-Berger et présidente de l'arrondissement des Rivières, et Madame Véronique Dallaire, qui est conseillère municipale du district des Saules-les-Méandres. Alors, je vous présente également les représentants de l'équipe Vivacité qui s'occupe des corridors Vivacité. Alors, l'objectif vraiment de la soirée, c'est de vous présenter les aménagements proposés pour le boulevard Perle-Lièvre et de répondre à vos questions, d'entendre vos préoccupations, vos commentaires pour la suite des choses. Le déroulement est fort simple. Donc, après l'ouverture, je vais inviter M. Pierre-Luc Lachance pour un mot d'introduction. Après, suivra une présentation d'une peut-être une quarantaine de minutes et suivra une période d'échange. Donc, dans la période d'échange, je vais revenir avec des détails pour la période d'échange après la présentation, mais ce que je vais vous demander de faire, c'est d'utiliser soit l'outil QR, donc pour poser votre question par écrit, on va pouvoir lire votre question, ou vous allez pouvoir lever la main et je vais pouvoir vous donner la parole. Donc, je vais vous demander de garder vos questions pour la fin, mais je voulais au moins vous informer comment ça fonctionne. Alors, sans plus tarder, j'inviterai donc M. Pierre-Luc Lachance pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes près d'une quarantaine de participants ce soir. Merci, malgré le beau temps, de prendre du temps avec nous pour recevoir un peu la présentation du corridor Vivacité Perle-Lièvre qui prendra forme cet été dans votre secteur. Un travail quand même important pour la Ville de Québec. C'est un de nos plus longs segments qu'on a fait à ce jour. Donc, on est très content de venir sécuriser ce lien cyclable qui existe déjà. Moi, j'en suis un usager régulier. J'aime bien passer dans votre secteur une fois semaine, comme on dit, mais pour sécuriser le lien, il y a beaucoup de travail qui a été fait par nos équipes. Donc, vous allez entendre ce soir, comme le dit Christina, Constant, Véronique et David qui vont vous présenter le tout. Je salue Alicia qui s'est jointe à nous pour la présentation. Donc, écoutez, on est là pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Il y a beaucoup de contenu. Je vous invite à prendre des notes. Vous allez voir, les équipes ont des visuels, ont toutes les informations pour vous, mais il faut prendre le temps, comme on dit, de passer à travers la présentation et ensuite répondre à vos questions avec plaisir. Merci. Merci, M. Lachance. Alors, j'inviterai maintenant M. David O'Brien pour débuter la présentation. Merci beaucoup. Merci, Christina. Merci à Mme Despins, M. Lachance. Donc, ce soir, évidemment, comme on l'a expliqué, on vient vous présenter notre projet de corridor Vivacité sur le boulevard Perle-Lièvre. C'est notre plus grand projet, donc, à ce jour, depuis maintenant 2023. Vous avez suivi peut-être le développement des corridors Vivacité sur le territoire. Donc, on est une équipe dédiée à la Ville de Québec qui travaille vraiment au développement du réseau. On a fait notamment le corridor Vivacité du chemin Sainte-Foy que plusieurs connaissent. Il y a eu l'année dernière Marie de l'Incarnation, notamment, qui a été fait. Et là, cette année, donc, on a différents projets sur le territoire, un peu partout, et dont le projet du boulevard Perle-Lièvre, donc, qui sera le plus grand projet en kilomètres linéaires, donc, sur le territoire cette année.
Je suis accompagné, comme on vous l'a mentionné, de Véronique et Constant. Donc, ce soir, nous allons vous faire une présentation très détaillée. Il y a des rendus 3D également. Et évidemment, la présentation sera disponible dès demain là, sur la page web de la consultation. Donc, vous pourrez évidemment retourner la consulter. Donc, ce soir, dans les objectifs, je vais inviter Constant à nous partager donc, à l'écran la présentation et vous faire part des objectifs de la rencontre. Je l'ai vu apparaître et ça a disparu. Donc, Christina va nous... merci beaucoup. On peut avancer à la page 2. Merci. Alors, l'objectif de la séance de ce soir, hein, comme on vous l'a mentionné, c'est à la suite du sondage qu'on a fait donc en décembre et janvier dernier, de la collecte de commentaires citoyens qu'il y avait dans ce sondage-là. On va vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Cette séance de ce soir vise à vous présenter le projet d'un corridor vivacité évolutif sur le boulevard Pierre-Lelièvre, parce que c'est bien important ce qui est souligné afin de mettre à jour puis de sécuriser le lien cyclable existant. Hein. On le sait, on le connaît depuis des années, il y a un lien cyclable à cet endroit-là, mais qui a besoin évidemment d'être remis au goût du jour avec des normes de sécurité beaucoup plus actuelles. Donc, quelque chose qui est demandé évidemment là, par plusieurs depuis des années. C'est ce qu'on vient vous présenter ce soir. C'est un projet évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire évolutif dans le langage des corridors vivacité? Mais ce sont des projets qu'on fait un peu partout sur le territoire avec intervention mineure. Donc, des projets qui sont faciles à déployer et qui permettent d'être ajustés, optimisés avec le temps. Essentiellement, on va vous le présenter un peu plus loin. Hein. Ce sont des projets où on vient jouer avec le marquage, on installe souvent des bollards, par exemple, mais ce ne sont pas des projets où il y a des travaux majeurs. Donc, on va vous en parler dans la présentation. Évidemment, l'objectif ce soir, c'est d'obtenir vos commentaires et de répondre à vos questions. Comme Christina vous l'a mentionné, peut-être conservez vos questions jusqu'à la fin parce que probablement qu'une des diapos à venir dans la présentation répondra à votre question. Et évidemment, on va vous informer à la fin des prochaines étapes. Il y a un échéancier de chantier. C'est un chantier qui va se déployer en diverses phases, évidemment, considérant la longueur du boulevard. Et on va vous présenter ça également. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Véronique pour la présentation. Oui, bonsoir tout le monde. On est bien content de venir vous voir ce soir. Donc, rapidement, on va commencer par une petite mise en contexte de pourquoi on fait des corridors vivacité, excusez-moi, et qu'est-ce que c'est. Puis par la suite, on va vraiment rentrer dans le cœur de la présentation là, pour vous présenter le projet sur Pierre-Lelièvre. Donc, on va vous amener un petit peu avec nous dans le cadre de notre travail. On va vous présenter les données d'avant-projet qui nous ont permis de faire des choix de conception. On va vous présenter l'aménagement retenu, les avantages, les impacts et les mesures d'atténuation, puis finalement l'échéancier et les prochaines étapes. Donc, on veut vous rappeler un petit peu notre processus de projet dans l'équipe des CVC. On va souvent dire CVC là, à la place de Corridor Vivacité. C'est l'acronyme. Donc, on réalise toujours un avant-projet où on analyse le territoire. On fait de la collecte de données citoyennes par un questionnaire, entre autres, qui vont nous amener à faire une conception de projet. On arrive en séance d'information, qui est l'étape d'aujourd'hui, puis par la suite, on va en réalisation. Donc, la petite mise en contexte rapidement, en fait, les corridors vivacité, ça découle de la vision de la mobilité active, qui est un outil de planification là, de la mobilité active sur le territoire de la Ville de Québec, qui a été là, annoncé en septembre 2022. Pour arriver à cet outil-là, on a fait des consultations durant 2 ans dans tous les quartiers de la Ville, tous les conseils de quartier, en ligne, en vrai. Donc, il y a eu vraiment une grande collecte là, de consultations. Puis, dans le cadre de cette vision-là, bien, il y avait une des actions de la vision qui était de mettre en place les corridors vivacité. Donc, rapidement, les objectifs de la vision de la mobilité active, c'est d'offrir des options en transport actif et collectif aux citoyens afin qu'ils aient un choix et qu'ils n'aient pas un choix imposé par manque d'alternatives. Bien sûr, dans le contexte actuel, c'est de proposer des options de déplacement qui sont sobres en carbone, qui desservent les différents lieux d'intérêt de la ville et s'assurer que tous les usagers puissent le faire de façon confortable et sécuritaire.
Pourquoi la mobilité active? Je sais que pour certains, c'est des choses qui sont acquis, mais on trouve ça important de le rappeler. Donc, il y a plusieurs avantages au niveau environnemental et au niveau de la santé de déployer là, des réseaux de mobilité active. Donc, le cycliste a une empreinte environnementale là, 10 fois plus faible qu'un automobiliste. Dans la région de Québec, on a 70% de nos gaz à effet de serre qui proviennent du transport routier. Au niveau de la santé, il y a aussi plusieurs gains là, à marcher ou à prendre le vélo pour se rendre au travail, autant au niveau de la diminution des risques de développer une maladie chronique, l'augmentation de productivité, la diminution du taux d'absentéisme, le risque de décès aussi qui est plus faible. Puis, bien sûr, au niveau sociétal, ben, c'est des modes là, qui diminuent là, la production là, de pollution de l'air qui a un impact sur les décès. Au niveau économique aussi, on a des gains. Tout d'abord, mettre en place des trottoirs, des pistes cyclables, c'est beaucoup moins coûteux pour la société là, que de mettre en place des routes. On a aussi des études qui se sont basées sur la situation québécoise qui nous ont montré là, que les gens qui pratiquent le vélo et la marche vont souvent fréquenter beaucoup plus les commerces de proximité dans leurs déplacements que les gens en automobile. L'ajout d'un lien cyclable sur une rue commerciale a un effet positif également sur le nombre de visites, le nombre de ventes, le nombre de dépenses moyennes. Et ben, je l'ai mentionné un petit peu d'entrée de jeu, mais la construction là, de ces infrastructures-là coûte beaucoup moins cher que la construction des routes. C'est important de rappeler aussi qu'il y a un important potentiel à matérialiser dans la ville de Québec. Donc, on a réalisé une grande étude là, scientifique qui se base sur les données de l'enquête origine et destination. Donc, on est allé voir le nombre de déplacements de courte distance sur notre territoire qui n'impliquaient pas une chaîne de déplacements complexe. Donc, je m'explique. Un papa qui ferait 1 kilomètre pour aller à la garderie, porter ses enfants, mais qui par la suite fait 10 kilomètres pour se rendre au travail, ben, tout ce type de déplacement un peu compliqué, on les a retirés de l'étude. Puis ça nous a donné un bassin de déplacement, en fait, qui était facilement convertible à pied ou à vélo. Vous voyez dans l'encadré, là, c'est le nombre de déplacements par jour pour votre arrondissement, donc pour l'arrondissement des Rivières, qui est de faible distance, là, puis qui n'implique pas une complexité de déplacement. Donc, on est près de 41 000 là, déplacements dans l'arrondissement, ce qui est un bassin très important. Pourquoi les corridors vivacité, mais surtout pour qui? On trouve ça important de le rappeler. L'objectif, ce n'est pas de construire des infrastructures pour les cyclistes aguerris qui vont rouler dans n'importe quelles conditions. C'est surtout pour aller rejoindre la tranche de population, donc le 50 à 56 des gens qui sont à l'aise de circuler seulement sur des liens qui sont séparés de la circulation automobile. Donc, on va parler d'enfants, d'aînés, d'adultes de tous âges, puis des cyclistes autant occasionnels que chevronnés. On a en fait les corridors vivacité, un petit peu la façon de les différencier d'un réseau cyclable plus local ou plus traditionnel. Bien, en fait, c'est des corridors où on vient vraiment augmenter le niveau de confort et de sécurité pour que tous les usagers, peu importe leur âge et leur aptitude, soient confortables. C'est des corridors qui sont praticables à l'année, donc on les conçoit et on les déneige. Le but, c'est d'offrir un accès direct et efficace aux principales destinations de la ville, offrir un meilleur partage de la voie publique et une façon de limiter les conflits entre les différents usagers de la route. On souhaite que ces corridors-là aient éventuellement une identité visuelle distincte. Sachez que sur le terrain, en ce moment, ce n'est pas une partie qui a encore été déployée, mais on souhaite cette identité-là, en fait, pour que les gens sachent s'ils sont sur un corridor vivacité, mais aussi comment y rester pour se rendre à différentes là, destinations. Puis finalement, on va travailler à l'intégration des cyclistes et des piétons dans les feux de circulation, donc dans la programmation des feux de circulation.
On a déjà eu la chance d'en mettre en place. Donc, c'est une infrastructure qu'on commence à avoir expérimentée, puis on est en mesure d'aller chercher des données sur ces infrastructures-là. Donc, l'exemple du chemin Sainte-Foy, là, qui est apparu en 2023 en Haute-Ville, là, entre les rues Vimy et des Érables, on a constaté un apaisement de la circulation automobile autant sur le chemin Sainte-Foy que sur les rues au pourtour, là, les rues locales à proximité. On a eu une augmentation de 175 de l'achalandage piéton sur le chemin Sainte-Foy. Au niveau de l'achalandage cycliste, on a une croissance également à chaque année. On ne vous a pas mis le chiffre en parenthèse, c'est voulu parce que cette croissance-là, on est encore en train de la documenter. On est autour d'une augmentation là, de 7-8 par année pour l'instant, mais on voulait s'assurer d'avoir des données solides là, avant de vous avancer là, la réelle donnée finalement. On a eu une hausse également des ventes nettes par carte de crédit et carte de débit dans la zone commerciale du quartier Saint-Sacrement, puis une diminution de la vitesse moyenne des véhicules. Donc, on voit vraiment que ces aménagements-là ont un impact dans les milieux qu'ils traversent. David en a glissé un mot d'entrée de jeu. En fait, on a 2 façons de travailler au sein de l'équipe Vivacité. On a une première façon qui s'appelle les aménagements évolutifs. Donc ça, c'est une façon plus rapide, plus simple de s'implanter dans un milieu, là, autant d'ajouter un lien cyclable que de le mettre à niveau sans réaliser des travaux majeurs. Donc, on parle plus de marquage, de mobilier urbain, parfois des petits réaménagements géométriques, mais très simple, puis de la programmation des feux de circulation. Alors que l'autre façon de fonctionner, ben, c'est les aménagements permanents. Il n'y en a pas encore de déployés sur le territoire. Là, le premier sera en construction cette année. Puis à ce moment-là, ben, on vient vraiment faire des travaux majeurs sur la rue. Donc, on va revoir souvent l'aqueduc, on va aller travailler des enjeux de déneigement, des enjeux de gestion des matières résiduelles. Donc, on va faire des projets beaucoup plus importants là, en termes de réaménagement. Ce soir, vous êtes vraiment dans l'aménagement évolutif. Ce qui est important de comprendre dans l'aménagement évolutif, c'est qu'on ne va pas toucher en dehors de la chaîne de trottoir actuelle. Donc, on a vraiment un espace limité pour travailler, une largeur qui est déjà définie. Sans faire de travaux majeurs, on ne peut pas élargir cette largeur-là. Donc, on a divers outils dans notre boîte à outils qui peuvent nous permettre d'intervenir. Donc, ça peut être, par exemple, de retirer des espaces de stationnement quand il y en a sur le terrain. Ça pourrait être de mettre en place un sens unique, ça pourrait être de réduire la largeur des voies de circulation, d'en retirer dans certains contextes. Donc, c'est un petit peu ça, là, les outils qu'on a à notre disposition. Maintenant, donc, pour le corridor CBC évolutif sur Parle-Lièvre, donc on vous le situe un petit peu sur la carte là, qui avait été rendue publique en février de 2024. Donc, le projet concerne le boulevard Parle-Lièvre entre le boulevard Wilfrid-Hamel et le boulevard Masson. C'est un projet de 5,1 km dont la majorité va être réalisée en 2025. Vous voyez sur la carte en bas, il y a seulement le petit bout en jaune qui va être réalisé en 2026. Pourquoi? Bien, en fait, c'est pour permettre l'ajout d'un trottoir en même temps, là, en même temps là, que la mise en place du projet. On l'a mentionné, c'est une mise à niveau du lien cyclable existant pour venir le protéger de la circulation automobile puis pour venir l'élargir. Puis, ça permet aussi de connecter là, avec différents réseaux cyclables là, de la ville déjà existants. Donc, le boulevard Neuvial que vous voyez en vert au centre, le boulevard, excusez-moi, un petit peu plus vers la gauche, le boulevard central vraiment au centre, la rue Bocage dans le quartier Vanier, le boulevard Wilfrid-Hamel également. Donc, la prochaine section, en fait, c'est qu'on désire vous présenter les données d'avant-projet qu'on possédait avant la conception du projet. Notre but, c'est un petit peu de vous présenter quels sont les éléments qu'on possédait là, dans cette conception-là pour venir régler ou pour venir adresser certains enjeux du terrain. Donc, premièrement, au niveau de l'environnement humain, bien, on a plusieurs sites, plusieurs éléments là, qui se situent sur le boulevard Parle-Lièvre. Donc, un petit peu plus au nord, près de la rue Masson, on a le terminus d'autobus Les Saules. Par la suite, on a le parc des Saules, là où le numéro 2. Ou le numéro 3, la maison du berger. Je tiens à vous dire qu'on souligne toujours les résidences de personnes âgées dans nos projets parce qu'on sait que c'est une clientèle qui va être parfois plus vulnérable, qu'il faut mieux protéger dans le réseau. Là, donc, c'est pour ça qu'on se les note bien. Au niveau 4, bibliothèque
de Saint-Jean-Baptiste-du-Berger, le Centre ressources famille, par la suite le Parc du Berger, la Maison des jeunes et Solidarité Famille du Berger-les-Saules. Par la suite, on a l'APCHQ, on a une autre résidence de personnes âgées, le Havre-Épais, le Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les personnes en perte d'autonomie également, la Salle du Royaume des témoins de Jéhovah. Par la suite, le Parc industriel Cardinal, qui est un lieu d'emploi important également. Puis finalement, le Parc Victorin-Bocage. Dans le secteur, on a aussi des secteurs un petit peu plus commerciaux. Donc, on a des commerçants sur cette rue-là. Par contre, le stationnement est déjà interdit sur Par-le-Lièvre. La majorité des commerçants ont du stationnement hors rue. On a des parcours de transport en commun aussi, dont 2 métrobus, 43 arrêts d'autobus également sur le tronçon. Je peux changer comme ça. Ensuite de ça, on va toujours consulter la stratégie de nos collègues, là, qui est la stratégie de sécurité routière. Donc, pendant les 10 dernières années, qui sont les données les plus à jour qu'on a, là, donc de 2013 à 2023, on a eu 351 accidents sur le tronçon qu'on travaille. Puis, il y en a eu 8,5 qui impliquaient un piéton ou un cycliste. On a des intersections qui ont des forts débits routiers puis qui ont une géométrie un petit peu atypique qui peut avoir un impact là, sur le sentiment de confort et de sécurité. Donc, vous avez Masson, Centrale au centre, puis finalement le boulevard Amel, là, qui sont des grandes intersections. Par la suite, je vous ai mentionné qu'en 2020 à 2022, on a eu une consultation pour la vision de la mobilité active. Donc, on invitait les citoyens à nous signaler sur une carte interactive les enjeux de leur secteur, autant s'ils sont piétons que s'ils sont cyclistes. Donc, au niveau des piétons, on a eu des commentaires sur l'absence de trottoirs là, dans certaines portions du boulevard Par-le-Lièvre, l'absence de feux piétons aussi près de la rue Antonin-Marquis. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà travaillé dans un autre projet. L'ajout de traverse piéton aussi à proximité d'arrêts de transport en commun. Pour le vélo, on a eu énormément de commentaires sur le manque de sécurité de l'axe qui était étroit, que la chaussée est en mauvais état, que c'était difficile de s'insérer vers la rue Bocage dans le secteur Vanier, que la proximité également avec les bretelles d'autoroute de Robert Bourassa causait des problèmes également. Puis on a eu aussi des demandes d'ajout de support à vélo dans certains secteurs du boulevard. Également, dans le cadre de ce projet-ci, on a réalisé une consultation citoyenne préalable avec un questionnaire en ligne là, sur les besoins de la rue. Donc, ce questionnaire-là a été diffusé au mois de décembre et au mois de janvier. Il y a des avis postaux qui ont été envoyés à tous les résidents là, du boulevard Par-le-Lièvre et d'un petit peu plus large également. On a eu 463 répondants. Donc, dans les résultats, les principaux faits, les faits les plus importants de ce questionnaire-là, en fait, il y a 44 des citoyens qui nous ont mentionné qu'ils n'aimaient pas vraiment ou pas du tout les aménagements actuels sur le boulevard Par-le-Lièvre. Par la suite, on a demandé à chaque type là, de mode de transport, en fait, chaque usager des modes de transport, c'est quoi leur sentiment quand ils utilisaient ce mode de transport-là sur le boulevard? Donc, on a 18 des piétons qui nous ont dit qu'ils n'étaient peu ou pas du tout en sécurité, ou ils ne se sentaient pas du tout en sécurité quand ils circulaient sur le boulevard. 51 des cyclistes. Ça, je vous le dis d'expérience, quand on a un lien cyclable déjà en place, 51, c'est très, très élevé là, pour un lien qui est déjà existant. Puis finalement, on a seulement 2 des automobilistes qui nous ont mentionné vivre un sentiment d'insécurité. Par la suite, on demandait aux gens est-ce qu'il y a un problème de vitesse excessive sur le boulevard Par-le-Lièvre, puis on a 51 des répondants qui nous ont mentionné que oui. On questionne aussi les gens sur quelles intersections ils considèrent les plus dangereuses du boulevard. Donc, vous les avez en ordre. Donc, la plus dangereuse, la plus souvent mentionnée, c'est celle du boulevard Central. Par la suite, celle de Wilfrid Hamel, du boulevard Masson, puis finalement, là, vraiment, les bretelles d'autoroute de l'autoroute Robert Bourassa. On demandait également aux gens, c'était quoi leur priorité de réaménagement de cet axe-là, peu importe le mode de transport, peu importe le type de mesure. Donc, les réponses qu'on a reçues le plus souvent, c'était d'améliorer les infrastructures cyclistes, de bonifier le verdissement et d'améliorer les infrastructures piétonnes.
Par la suite, on faisait la même chose pour demander aux gens leur priorité pour les piétons seulement. Donc, si on fait des mesures pour les piétons, c'est quoi les mesures les plus prioritaires selon les gens? Donc, on avait sécurisé les intersections, amélioré le déneigement des trottoirs, puis diminué le temps d'attente aux intersections pour les piétons. On a fait la même chose pour les cyclistes. Donc, les 3 priorités qui sont ressorties le plus, c'est de séparer physiquement les cyclistes et les automobilistes, d'élargir le lien cyclable et de sécuriser les intersections. Par la suite, il y a toujours des questions ouvertes aussi dans notre questionnaire où vraiment les gens peuvent nous faire des commentaires libres. Donc, dans ce cas-ci, on a reçu 162 commentaires et les thèmes les plus récurrents qui sont revenus, c'est tout d'abord les excès de vitesse, particulièrement la vitesse des camions lourds également. On a reçu beaucoup de commentaires sur les feux piétons, donc soit allonger le temps, ajouter des traverses, diminuer le temps d'attente aux différents feux de piétons. Plusieurs commentaires également sur la piste cyclable, donc que la piste est trop étroite, qu'il manque de sécurité pour les cyclistes, qu'il y a de l'empiètement des automobilistes aussi dans la piste cyclable, puis qu'il y a une vitesse automobile aussi qui rend la circulation en vélo plus insécurisante. Puis finalement, on a eu des commentaires aussi sur les trottoirs, manque d'entretien, des réparations, qu'il y avait des absences de trottoirs aussi dans des tronçons, là, comme on l'a mentionné, puis que ça créait des enjeux de sécurité, particulièrement en hiver. Donc, je vais passer la parole à Constant pour vraiment vous présenter le projet d'aujourd'hui. Merci, Véronique. Oui, donc là, si on prend tout ce que Véronique vient de vous présenter là, comme données d'avant-projet puis comme intrant du projet et du sondage, ça nous a amené à nous questionner sur comment on aménage le tronçon. Puis, c'est ce qu'on vous présente dans la prochaine section. Donc, instant. Ça ne veut pas coopérer. Parfait. Les principales interventions qui sont retenues, c'est la mise à niveau et l'élargissement du lien cyclable qui est existant à l'heure actuelle, mais qui est sous standard. Donc, vous l'avez mentionné, le lien est étroit, il manque de sécurité. Donc, on vient le rehausser pour le rendre plus confortable, sécuritaire et fonctionnel à l'année. On va venir rajouter du marquage vert aux intersections et aux entrées charretières achalandées, et dans le but de rehausser la présence des cyclistes et d'apporter de la sécurité. Et on va faire la même chose aussi avec le marquage piéton. Donc, même chose pour signaler la présence des piétons aux intersections. On vient faire un repartage de l'espace sur la chaussée actuelle dans l'emprise disponible. Comme on vous a présenté au début, c'est un projet évolutif, donc on est contraint dans l'espace de la chaussée, mais on vient repartager cet espace-là pour donner plus d'espace à la mobilité active. On vient aussi ajouter des feux piétons à certaines intersections où est-ce qu'il en manquait, et des feux cyclistes aussi pour, encore une fois, sécuriser la traversée de certaines intersections. On vient ajuster et bonifier la programmation des flux de circulation pour les piétons et pour les cyclistes. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est rajouter du temps ou réduire les cycles, la durée d'attente aux intersections. Vous l'avez mentionné aussi dans le sondage, il y en a plusieurs qui trouvaient que le temps d'attente était long, que parfois on n'avait pas assez de temps pour traverser. On sait qu'il y a des résidences de personnes âgées aux alentours. On vient rajouter du temps à ces intersections-là, puis on vient aussi réduire le temps d'attente. On va effectuer des modifications géométriques ponctuelles selon les besoins. La portion qu'on vous a présentée qui va être réalisée en 2026 en est un exemple. Puis, on refait le pavage à neuf de la chaussée entre les intersections de Monaco et de la Brec, donc dans le secteur plus commercial du Berger. Puis également, dans le secteur Vanier, de Bocage à Hamel, il y a eu les mêmes travaux de pavage qui ont été faits en 2024. Pour ce qui est de la modification ou de la configuration des voies, puisqu'on est dans un espace contraint, parfois, il faut venir modifier l'espace et le repartager. Il y a quand même un tiers du projet là, de Perle-Lièvre où est-ce qu'on garde la même configuration de la chaussée actuelle. Donc, toute la section entre Monaco et la rue Pépin. Il y a un terre-plein central à ces endroits-là à l'heure actuelle. On conserve le terre-plein central, effectivement, mais aussi les deux voies de circulation dans chaque sens. Puis, on est quand même en mesure de venir élargir le lien cyclable, d'apporter de la protection aux cyclistes. Pour les deux autres tiers du projet, donc plus à l'ouest et plus à l'est,
L'espace est plus restreint. Donc là, il a vraiment fallu reconfigurer les voies actuelles. Donc, on va passer de 4 voies, 2 par direction, à 3 voies totales de circulation. Donc, ça permet de récupérer de l'espace dans la brise de la rue pour sécuriser encore une fois le lien puis l'élargir, puis tout en conservant la fluidité de la circulation. Comment on en vient à faire ça? C'est en prenant la troisième voie qui nous reste. On a une voie de circulation dans chaque direction, puis on implante une voie centrale de virage à gauche dans les deux sens. On va vous expliquer un petit peu plus tard dans la présentation comment ça fonctionne, mais ça permet d'effectuer les virages à gauche sécuritairement sans entraver le reste de la circulation. Donc, si on y va section par section, la section avec terre-plein, on a des coupes schématiques ici là, de la chaussée pour vous expliquer quelle modification on vient effectuer. Dans la section avec terre-plein, on est en mesure de venir élargir le lien cyclable et rajouter de la protection physique entre les cyclistes et les automobilistes tout en conservant la même configuration, donc 2 voies par direction. Puis, on a ici un exemple, un rendu visuel pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler dans le futur, le boulevard Pierre-Lelièvre. Donc, on se trouve ici à regarder en direction ouest, à l'intersection de la rue d'Arvaux, dans le secteur commercial. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment les bandes cyclables qui ont un petit peu plus d'espace, une zone tampon au milieu pour apporter de la sécurité aux cyclistes, avec aussi des éléments verticaux pour plus de sécurité, donc des balises dans ce cas-ci. Les 2 voies de circulation dans chaque direction. Puis, on voit un petit peu plus loin, là, dans le centre de l'image, à l'intersection, le marquage piéton en bande pour renforcer la présence des piétons durant la traversée, puis du marquage vert également pour les cyclistes. Si on regarde ce qui se passe dans les 2 autres tiers du projet, plus à l'est, plus à l'ouest, ce qu'on vient faire, c'est passer de ce qu'il y a à l'heure actuelle, 2 voies par direction, avec des bandes vélo non sécurisées et étroites. On vient... Pour élargir le lien cyclable, on doit retrancher une voie, je vous l'ai dit. Puis, c'est ce qu'on voit sur l'image du bas, c'est une voie de virage à gauche dans les 2 sens, centrale. Donc, ça, les automobilistes dans chaque direction peuvent utiliser cette voie-là pour effectuer leur manœuvre. Ici, c'est un rendu visuel. Encore une fois, on se trouve à l'approche de la rue Antonin-Marquis, puis on regarde toujours en direction ouest. On voit les bandes cyclables protégées. On voit les voies automobiles dans chaque direction, puis la voie centrale de virage à gauche dans les 2 sens au centre de l'image. Puis ça, comment ça fonctionne une voie de virage à gauche dans les 2 centres? On vous l'explique ici. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe déjà là, dans la ville de Québec, dans la province de Québec aussi. C'est un petit peu nouveau, mais il y en a déjà ailleurs, puis ça fonctionne bien. Ici, on vous montre une image là, du boulevard Wilfrid Hamel à l'ouest de l'autoroute du Plessis, donc dans le quartier de l'aéroport. Comment ça fonctionne? C'est qu'un automobiliste qui voudrait effectuer une manœuvre de virage à gauche peut s'insérer, on le voit ici dans l'encadré 1 là, du bas de l'image, il peut s'insérer dans la voie centrale de virage à gauche, puis attendre sécuritairement d'avoir un créneau pour effectuer son virage. L'autre cas de figure pourrait aussi être quelqu'un qui veut s'engager sur Pierre-Lelièvre, qui sort d'une entrée jarretière, par exemple, ou d'un commerce. Il peut effectuer son virage à gauche, faire une petite portion de son trajet, de son accélération, en fait, dans la voie centrale, puis dès qu'il y a un créneau pour s'insérer dans la voie de droite, il l'effectue. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces voies-là centrales ne peuvent pas être utilisées sur de longues distances. Et ce n'est surtout pas une voie de dépassement. Donc, on garde notre voie quand on est en direction tout droit ou quand on est à l'approche de faire un virage à droite, mais elle peut être utilisée pour les virages à gauche. Donc, à ce moment-là, on s'insère à l'approche du virage à gauche, puis pas trop longtemps d'avance. Ici, c'est une coupe en plan qu'on vous présente parce que pour garder les intersections sécuritaires et maintenir la lisibilité à laquelle on est habitué de la route, aux intersections, la voie centrale de virage à gauche va tout de même se transformer en baie de virage à gauche. Donc, très facile à lire, conventionnel pour la majorité des gens. On le voit ici à droite de l'écran, la voie centrale est marquée au sol dans les lignes jaunes. Puis, à l'approche de l'intersection, on va avoir une zone de transition entre la voie centrale de virage à gauche puis une baie de virage à gauche conventionnelle. À l'intersection, vous le voyez au centre de l'image,
toutes les configurations de voies sont typiques de ce qu'on reconnaît. Puis, si on se dirige vers l'ouest, encore une fois, il va y avoir une zone de transition pour éviter la confusion, puis la voie centrale de virage à gauche va se poursuivre. Finalement, ici, on vous présente une intersection d'un peu plus près. On se trouve à Bocage, puis on regarde en direction sud vers le boulevard Amel, si vous voulez, dans Vanier. Donc, vous voyez très bien à l'écran le marquage piéton qui est bonifié, encore une fois, pour sécuriser la traversée, pour signaler la présence de piétons sur la voie. Beaucoup de marquages verts aussi, étant donné que c'est une intersection qui connecte vers d'autres lignes cyclables. Sur Bocage, vous avez d'ailleurs mentionné dans le sondage que c'était difficile d'effectuer cette transition-là vers Bocage. On vient faciliter cette transition-là. Vous voyez dans l'intersection vers la droite, là, il y a une portion de piste qui est à l'extérieur du trottoir puis qui permet de se mettre en perpendiculaire pour effectuer la traversée de Bocage. Ce qui est important de savoir aussi sur ce rendu visuel-là, c'est qu'on vous présente ce qui va être sur le terrain en 2026. Donc, vous voyez là, dans la partie inférieure gauche, il y a un trottoir qui est ajouté. Ça fait partie des travaux plus lourds qu'on va effectuer dès l'an prochain. Donc, rajouter un trottoir sur le lien, qui était aussi une de vos demandes. Puis, c'est ça, finalement, vous pouvez voir les pistes cyclables avec des bollards pour la sécurité aux intersections. Maintenant, si on fait la revue des avantages et des impacts qu'on anticipe de ces mesures-là, puis on va aussi vous présenter des mesures d'atténuation pour s'assurer que ce soit qu'il y ait le moins d'impact possible pour vous, pour la circulation, pour les gens. Donc, les principaux avantages du projet sont, une amélioration de la sécurité globale sur l'axe, tant pour les cyclistes, tous les usagers, les automobilistes, les piétons, avec une baisse des vitesses qui sont pratiquées. L'amélioration de la sécurité et du confort des piétons. Puis les points qui sont en gras, on va venir les décortiquer dans les prochaines diapositives. Il y a une amélioration de la visibilité des cyclistes sur le lien. L'amélioration du confort des automobilistes et des cyclistes. Pourquoi? Parce qu'on vient faire la réfection d'une bonne partie du projet. Il y a eu une réfection en 2024. Il va y en avoir une autre partie cet été. Donc, la chaussée qui est abîmée, on vient la réparer. Une meilleure intégration des besoins des transports actifs dans la programmation des feux de circulation. Donc, vraiment, là, on vient ajouter du temps, on vient ajouter des phases aussi dans la programmation des feux pour que la traversée, autant des cyclistes que des piétons, soit facilitée, plus sécuritaire et plus fluide. On vient aussi optimiser les feux là, pour la circulation automobile pour s'assurer que le tout est le plus fluide possible. On a le maintien de tous les parcours et de tous les arrêts d'autobus du RTC. Donc, il y avait 43 arrêts qu'on vous a présentés là, sur le projet. On les maintient tous. Puis, le maintien de l'accessibilité universelle aux arrêts avec la présence du lien cyclable. Ça peut être une préoccupation là, pour certaines personnes. Ce qu'on vous rappelle ici, c'est que les véhicules qui transportent des personnes qui vivent avec un handicap, ces véhicules-là peuvent s'immobiliser dans le lien cyclable. Donc, pour une courte durée, pour le temps d'effectuer que la personne à mobilité réduite puisse embarquer ou débarquer du véhicule, les véhicules qui les transportent peuvent s'y arrêter et être en attente dans le lien cyclable, donc autant la STAC et les taxis. Donc, point par point, l'amélioration de la sécurité et du confort piéton. Évidemment, si on vient élargir le lien cyclable et rajouter une zone tampon, bien, on vient éloigner finalement la circulation de la personne qui circule sur le trottoir. Donc, ça, c'est bon pour la diminution du bruit, la diminution des poussières aussi. On sait quand les véhicules, surtout au printemps, là, avant le balayage, quand les véhicules circulent tout près du trottoir, il peut y avoir des poussières qui revolent sur les piétons, puis des éclaboussures aussi quand il pleut. Donc, beaucoup plus de confort à ce niveau-là. L'allongement du temps piéton, du temps de la traversée et moins de temps d'attente. Donc, je vous l'ai dit précédemment, là, mais vraiment, on vient rajouter du temps sur plusieurs intersections du tronçon, puis diminuer le temps d'attente parce qu'on diminue la durée des cycles, des phases de feu. Finalement, la bonification du marquage, on l'a vu sur le rendu visuel, toutes les intersections sur Perle-Lièvre, sur les 5,1 km, vont être marquées en bande, donc pour permettre une meilleure visibilité des piétons qui traversent.
Pour ce qui a trait à la visibilité des cyclistes, premièrement, il y a une petite diminution vu qu'il a fallu repartager l'espace puis en redonner un peu à la piste cyclable. Il y a un rétrécissement de la largeur de certaines voies de circulation. Donc, ça va avoir un effet, c'est psychologique. Là. Dès que la voie pour circuler est plus étroite, on ralentit, on fait plus attention. Donc, ça apporte un ralentissement. Les automobilistes, vous l'avez aussi dit dans le sondage, la vitesse est un enjeu sur le tronçon, donc on s'attaque à ça. L'encadrement du champ visuel par des balises. Il y a plusieurs balises pour autant la protection cycliste, mais ça a aussi un impact collatéral, un effet collatéral qui vient encadrer le champ visuel des automobilistes, puis naturellement les inviter à ralentir. Puis, avec tout ralentissement, on le sait, quelqu'un qui va vite, il est porté à regarder droit devant lui. Donc, il balaye moins son champ visuel. Avec le ralentissement des véhicules, avec la baisse de la vitesse, on a plus le temps de scanner l'horizon, de regarder ce qui se passe en avant. Donc, ça améliore aussi la visibilité et la sécurité de tous les usagers qui se trouvent en bordure de la route. Encore une fois, pour la visibilité des cyclistes, on vient avancer la ligne d'arrêt par rapport à la ligne d'arrêt des cyclistes par rapport à celle des automobilistes. Donc, les autos qui sont à l'arrêt, les conducteurs ont une vue sur le cycliste qui est un petit peu plus en avant dans l'intersection, puis ils savent avant de repartir qu'il y a un cycliste qui va effectuer sa traversée. Donc, ça vient bonifier la sécurité de ce côté-là. Et le marquage vert que vous pouvez commencer à voir un peu partout sur le territoire dans les autres CVC. On vient signaler la présence des cyclistes lors de la traversée. Pour ce qui est de la réaffectation des voies, c'est sûr que pour permettre la mise à niveau du lien, l'élargissement, l'ajout de la zone tampon, il a fallu récupérer de l'espace ailleurs sur les voies de circulation. Une des mesures d'atténuation, puis on a passé de 4 voies à 3 voies dans les 2 sections en bleu sur la carte, on vous l'a dit. Par contre, pour maintenir la fluidité, pour maintenir pour qu'il y ait le moins d'impact possible de cette voie-là qui disparaît, on met en place la voie de virage à gauche dans les 2 sens, qu'on appelle VVG2S pour raccourcir. Puis, ça permet effectivement aux véhicules d'effectuer leur virage à gauche, d'attendre en fait un créneau pour l'effectuer, puis la circulation qui circule en tout droit, elle peut poursuivre sa route. Donc, on garde la fluidité de l'axe. Très peu d'impact au niveau du temps de parcours. Aux intersections, pour une meilleure lecture des intersections, pour éviter la confusion, etc., je vous l'ai présenté plus haut, on transforme la voie de virage à gauche dans les 2 sens en baie de virage. Donc, les intersections sont toutes beaucoup plus conventionnelles, beaucoup plus faciles à lire, puis sont représentées là, avec des étoiles sur la carte ci-dessous. Donc, la majorité des intersections où est-ce qu'on implante la voie de virage à gauche. On a aussi fait une révision du fonctionnement des feux de circulation et une optimisation des phases. Donc, vraiment, en jouant un peu avec la durée de certaines phases de circulation, en permettant des virages à gauche à certaines intersections, on vient s'assurer que la circulation reste fluide, que les parcours sont peu affectés, puis tout en sécurisant les cyclistes, là, puis en rajoutant du temps pour les piétons. C'était vraiment un gros travail d'optimisation des feux. Et on vous l'a mentionné au début, un lien évolutif, en fait, tous nos liens là, CVC, on poursuit le monitorage quand ils sont implantés. On continue de les surveiller. On ne met pas ça là puis on le laisse vivre. Là. On regarde ce qui se passe à tous les jours. Puis on recueille aussi vos commentaires. Là. Vous pourrez toujours nous faire part de ce qui se passe sur le terrain. Vous allez être nos yeux. Dès qu'il y a un enjeu, dès qu'il y a une correction qu'on doit aller effectuer sur le terrain, on y va, c'est possible, c'est agile, puis il y a moyen de mettre en place des mesures au besoin. Pour ce qui est des temps de trajet, je l'ai mentionné, il y a un gros travail d'optimisation qui a été fait. Par contre, on est allé mesurer aussi sur le terrain combien de temps prend le trajet, effectuer le trajet complet là, de l'avenue de Boulevard Masson jusqu'au boulevard Wilfrid Hamel sur la distance de 5,1 km. On l'a mesuré de bout à bout. Donc, à l'heure actuelle, vous voyez les résultats à l'écran, autant en direction est qu'en direction ouest, autant à l'heure de pointe de l'avant-midi qu'à l'heure de pointe de l'après-midi. Vous avez les résultats. C'est le temps de trajet actuellement.
On a aussi anticipé les impacts sur le trajet. Donc, évidemment, le projet n'est pas encore en place. Il a fallu le modéliser. On a utilisé un logiciel pour modéliser les modifications qu'on va venir apporter sur le terrain, puis pour effectuer ces calculs-là. On a représenté exactement la programmation qui est projetée, la configuration qui est projetée, puis les scénarios à l'heure de pointe avec les comptages qu'on connaît sur notre territoire. Puis les temps de déplacement sont affichés à l'écran aussi. Donc, la différence là, entre l'actuel et ce qu'on anticipe, c'est en direction est, aucun impact, ou très peu, là, moins d'1 minute pour le parcours. En direction ouest, moins d'1 minute à l'heure de pointe du matin. Puis 1 minute 24, ou 1 minute et quart, là, à la pointe de l'après-midi. Donc, un petit peu plus long. Il y a plus de volume là, en direction ouest en après-midi sur le boulevard Perle-Lièvre. Par contre, 1 minute 24 sur un parcours de 10, presque 11 minutes, on considère que c'est un impact mineur. Ensuite, pour l'insertion des autobus sur le lien cyclable, les autobus doivent s'accoster sur le trottoir pour effectuer les montées et les descentes des usagers. Ça occasionne des réductions du confort cycliste parce que il s'engage dans la voie, comme on voit sur la photo, dans la piste cyclable. Il y a aussi une zone d'environ 30 mètres sans balises réfléchissantes pour permettre aux autobus d'effectuer cette manœuvre-là, puis de reprendre leur accélération par la suite là, pour se réengager dans la voie de circulation. Donc, ça peut apporter un petit peu d'inconfort pour les cyclistes, mais par contre, c'est ce qui se passe déjà à l'existant. Les arrêts vont continuer de se faire comme à l'heure actuelle dans la bande cyclable qu'on connaît. Puis, dans le fond, la bande cyclable élargie devient une zone d'arrêt pour l'accostement des véhicules sur le trottoir. On est en collaboration avec le RTC, c'est un peu notre mesure d'atténuation. On leur parle quotidiennement. Ils vont continuer de nous faire le suivi sur ce qui se passe sur le terrain, puis des données d'achalandage dans le parcours du RTC, puis on va être en mesure d'apporter des correctifs aux besoins. Pour ce qui est des prochaines étapes, finalement, la mise en place du projet évolutif, donc tout le tracé, sauf la partie jaune, s'effectue cet été, en 2025. On va faire, comme on vous l'a mentionné, le suivi une fois les aménagements mis en place. Puis, il va y avoir des bonifications subséquentes selon le retour des expériences, selon ce que vous nous dites qui se passe sur le terrain, selon ce qu'on observe. Il y a possibilité de bonification. Puis, il y en a déjà une qui est prévue en 2026, comme on vous l'a mentionné, entre la rue Bocage et la rue Gardenia pour l'ajout d'un trottoir, entre autres. Puis aussi la bonification du lien cyclable à cet endroit-là. C'est un long axe, 5,1 km, donc on n'en implantera pas tout le projet du soir au matin, là, en une nuit. Ça va se faire par tronçon. Donc, on commence par le tronçon à l'est, entre Amel et La Brec. Ça va s'effectuer du 10 juin au 6 août, à l'exception, encore une fois, du tronçon qu'on fait en 2026. Ensuite, on fait le tronçon entre la rue La Brec et Monaco, du 23 juillet au 28 août. Puis, cette section-là est aussi celle là, où est-ce qu'on va faire un repavage de la chaussée qui était abîmée. Donc, on effectue en même temps la mise en place du lien dès que c'est repavé. Puis, on termine avec le tronçon à l'ouest entre Monaco et Masson du 2 septembre au 30 septembre. Voilà. On est rendu à la période d'échange. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, oui, on est rendu à la période d'échange. Je répète pour les personnes peut-être qui sont joints un peu plus tard à la rencontre. Donc, vous pouvez utiliser soit l'outil Q&R pour poser votre question par écrit. On va la lire à haute voix. Ou vous pouvez, je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont trouvé comment lever la main. Donc, il y a l'outil lever la main. Vous pouvez lever la main. Puis, à tour de rôle, je vais pouvoir vous donner la parole. Puis, je vais alterner entre questions écrites et questions lues au micro. Alors, je commencerai donc par quelques questions écrites, vu qu'il y a déjà des personnes qui ont posé des questions. Donc, tout d'abord, il y a Mme Ariane Vignola qui dit « Bonjour, je me demande si vous avez prévu aussi de sécuriser le segment sur le boulevard Amel, immédiatement entre l'intersection du boulevard Perle-Lièvre et du boulevard Pierre-Bertrand, devant le complexe médical du 1101 Amel et l'IGA. Avec la construction du complexe médical, c'est rendu extrêmement dangereux de circuler là à vélo. Les voitures
ne nous voit pas arriver. Alors, je pense Oui, je peux que Véronique, oui. répondre. En fait, si vous suivez un petit peu les consultations à la ville, là, on a déjà un questionnaire et une séance de consultation qui ont eu lieu sur ce tronçon-là. Par contre, contrairement au boulevard Par-le-Lièvre, ce tronçon-là doit être réalisé de façon permanente. Donc, on n'est pas en mesure de s'insérer sur le terrain là, comme on le fait sur Par-le-Lièvre. Donc, normalement, là, d'ici le début de l'été, il y aura une séance d'information pour présenter ce projet-là, là, qui est issu d'un an de consultation. Donc, ça ne vient pas en 2025, mais normalement, ça devrait être mis en place en 2026. Donc, ça va venir quand même assez rapidement là, après le déploiement de ce projet-là. Alors, merci beaucoup. Alors, on continue avec deux questions qui, en lien avec le développement de Avelo, le déploiement de Avelo. Donc, à savoir si on a pris en compte ce déploiement pour... attendez, j'ai perdu la question, désolée. Est-ce qu'une coordination de vivacité avec le réseau Avelo? Nous avons été déçus de voir que le réseau Avelo, d'ici 2028, passait par-dessus la moitié du quartier du Berger. Aucune station entre Place du Berger et Vanier. Puis j'avais une autre question à ce sujet, là, dans le quartier. Donc, oui, je vois. Mais c'est la chance qui lève la main. Oui, ben effectivement, vu que c'est un petit peu à l'extérieur du corridor Vivacité, je vais me permettre d'y répondre. Effectivement, Oui. l'ensemble de la planification de nos corridors Vivacité servent comme référence aux équipes de Avelo pour initier leur déploiement. Donc, comme on dit, ils s'ajustent en fonction de la mise en place de nos corridors. Donc, avec la mise en place du corridor, on peut espérer effectivement que les prochaines stations puissent s'insérer pour aider à bien alimenter ce corridor et amener les gens à circuler de façon sécuritaire. Parfait, merci beaucoup. Je continue avec deux, trois autres questions écrites, puis après, je vais passer aux mains levées. Donc, on a Pat B qui dit: Je demeure dans le quartier de l'aéroport. J'ai déjà utilisé ce corridor en bicyclette pour me rendre à Québec. Plus jamais, effectivement, j'ai trouvé ce chemin beaucoup trop dangereux. Vos améliorations pourraient me redonner confiance. Mais pourriez-vous nous donner des aperçus sur les travaux éventuels entre l'extrémité est du corridor proposé à l'intersection Amel? Ben, c'est sûr qu'on a déjà répondu en partie. Je ne veux pas vous cacher le fait qu'il est extrêmement urgent d'aller rejoindre le corridor sécuritaire en sortant de Perle-Lièvre, Roland. Pardon, je vois. Donc, c'est toujours le lien. Véronique a déjà répondu là, avec le lien pour la rivière Saint-Charles. Alors, Michael demande pas de baie de virage vers l'est à la rue Nolan. Étrange, puisque dans la voie de gauche, c'est souvent bloqué par quelqu'un qui attend de tourner à gauche. Alors, on peut le prendre comme commentaire. Oui, Constant? Oui, je peux y aller. En fait, c'est ça, la rue Nolin fait partie de la section qu'on réalise à l'été prochain. Puis, la mise en place d'une baie de virage à gauche à cet endroit-là fait partie des travaux là, qui vont être intégrés aussi avec la réfection du trottoir. Puis, tout ça dans le but de s'assurer que tant la circulation demeure fluide puis que les manœuvres soient sécuritaires pour les automobilistes et pour les cyclistes. Merci beaucoup. Puis une autre question très ponctuelle. Y aura-t-il un feu piéton pour les arrêts de bus de la rue Saint-Omer? C'est en cours d'analyse. On aurait aimé vous présenter une mesure mise en place pour ce projet-là dès maintenant, mais on n'est pas encore en train d'effectuer les analyses. On est en contact aussi avec la RTC, c'est l'endroit où il y a les arrêts d'autobus pour des données de montée et descente à cet endroit-là. Puis on est toujours en train de regarder là, où est-ce qu'on peut implanter cette traversée-là pour qu'elle soit sécuritaire puis le mieux possible. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer avec quelques mains levées. Donc, j'ai Madame Dominique Rouleau, suivie de Madame Marie Mériot. Donc, Madame Rouleau, vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez la caméra. Oui. Sinon, oui, bonsoir. On vous écoute. Oui. Ben voilà. C'est pour l'intersection après, quand on arrive du boulevard Amel, puis on s'en va vers l'ouest. Après Bocage, il y a l'intersection avec le parc industriel Cardinal. Pendant longtemps, on avait un accès pour les gens qui voulaient tourner à droite. Ça a été bloqué, les gens doivent attendre la lumière. Alors, quand on veut
tourner, puis continuer sur Parle-Lièvre, surtout le soir à l'heure de pointe. Il faut attendre le même feu que les voitures. Puis souvent, on ne sait pas s'il y a une voiture en arrière de nous qui va vouloir tourner à droite. C'est très problématique. Puis je me demandais qu'est-ce qui est prévu pour ça, pour les vélos. Merci, Madame Rouleau. Merci. Alors, est-ce que c'est Constant ou Véronique? Oui, en fait, pouvez-vous préciser à quel endroit vous vous trouvez quand vous voulez faire la manœuvre de virage à droite? Je suis sur Parle-Lièvre. Je viens tout juste de dépasser Bocage. Oui. Le parc Bocage, on vient de passer la voie ferrée. Tout de suite après la voie ferrée, il y a un édifice La rue Godin. commercial. Oui, puis en fait, c'est qu'il y a 2 rues qui arrivent du parc industriel. Il y en a un qui est tout droit, il y en a un qui nous arrive à droite. Puis Parle-Lièvre tourne complètement à gauche. J'avoue honnêtement que souvent, je passe sur le feu rouge parce que j'ai trop peur au moment où ça passe au vert qu'il y ait des voitures qui veulent tourner à droite. OK, oui, je vous suis. Tout à fait. Ça fait aussi partie de pourquoi cette phase-là, malheureusement, va être effectuée en 2026. C'est qu'il y a un gros travail de sécurisation à faire et aussi de reconfiguration pour s'assurer de maintenir autant la fluidité, la sécurité des manœuvres automobiles, cyclistes, comme je disais. Donc, dès l'an prochain, malheureusement, là, il y a une petite partie de l'année prochaine là, qui va continuer d'être dans la même situation, mais dès l'an prochain, on vient tout rebonifier ce secteur-là pour apporter de la sécurité aux cyclistes. Merci beaucoup. Merci, Madame Rouleau. Alors, j'inviterai maintenant Madame Marie Mériot à poser sa question. Bonsoir. Bonsoir. Parfait. On m'entend? Oui. Donc, merci beaucoup déjà pour la présentation. C'est vraiment intéressant. Puis merci de nous donner l'opportunité de pouvoir apporter des commentaires et de poser des questions. J'avais 2 questions. La première question, c'est une question un peu plus de curiosité pour avoir une idée d'à quel point les résidents du quartier avaient répondu ou pas par rapport aux commentaires. J'ai vu qu'il y avait 463 répondants. Je me demandais si c'était une statistique qui était dans les normes comparativement aux autres quartiers. Est-ce que c'était une participation qui était suffisante, représentative, pas représentative, faible? Dites-nous un peu comment vous voyez ça déjà. Je peux répondre. Christina, tu peux répondre en partie, puis moi, en autre partie, je te laisse aller en premier. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que même pour ce soir, le corridor de distribution, c'était à peu près 3000 avis publics. Donc, c'est un bassin de 3000 personnes. C'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont partagé et tout ça. Donc, ça peut être plus de gens qui étaient au courant. 400 sur 3000, pour nous, c'était un bon taux de réponse parce que les gens ont beaucoup d'autres préoccupations. Donc, c'était quand même un bon taux de réponse là, dans les circonstances. Mais il faut dire que c'est pas un sondage représentatif. C'est un questionnaire à titre volontaire. Donc, dans ce temps-là, on peut pas prétendre que c'est représentatif, mais c'est quand même très indicatif là, de ce que les gens souhaitent. Alors, d'accord, c'est quand même intéressant de savoir. Des indications pour la conception, je pense que Christina le dit bien. Puis, juste préciser aussi, on a accès au quartier de résidence des gens qui répondent. Puis, on a accès également à l'usage qu'ils font du boulevard Parle-Lièvre. Exemple, j'habite sur le boulevard, j'habite sur une rue à proximité, j'y travaille, j'y étudie, etc. Puis, dans ce cas-ci, le 463 répondants, c'est, j'ai pas la stat sous les yeux exacte, là, mais on est à 90-95% de répondants de gens qui habitent soit directement sur l'axe ou juste dans les rues à proximité. Fait que ça, pour nous, c'est intéressant aussi parce qu'on sait que ce pas des gens de quartier complètement excentrés là, au projet qui y répondent. Fait que ça, c'est ça. C'est un point pour nous qui est quand même intéressant aussi. Exact. Puis pour nous, au conseil de quartier, c'est important de savoir que c'est considéré comme un bon taux de réponse parce qu'effectivement, ça donne de la légitimité et du poids au processus de consultation publique. Merci pour cette information. Et puis l'autre point que j'avais comme question, c'était plus un point de méconnaissance de ma part et pour mieux comprendre comment ça marche. Parfois, mais c'est peut-être une perception, hein, et puis il y a une méconnaissance. Parfois, on a l'impression que quand on appuie sur un bouton pour pouvoir traverser, qu'on passe vraiment, quand on est piéton ou cycliste, qu'on passe vraiment après tout le monde. Et des fois, même, on a l'impression que c'est après 2 tours. Donc, c'est sûrement une perception, hein, mais j'aimerais savoir un peu plus comment ça marche et comment sont définies les priorités
pour quelque part donner la main et prioriser la mobilité plus active versus les voitures. Hein. Oui, en fait, il y a 2 modes de fonctionnement. Effectivement, il y a des feux piétons, des phases piétonnes qui reviennent à tous les cycles, qui sont préprogrammés puis qui reviennent toujours. On fait ça dans les quartiers où est-ce qu'il y a beaucoup de piétons puis qu'il y a des gens presque à tous les cycles. Puis, l'autre mode de fonctionnement, c'est sur appel. Donc, quand vous appelez le feu piéton, là, il y a une phase qui est appelée dans le cycle puis qui va venir s'implémenter, mais ça ne se fait pas n'importe où dans le cycle. Il y a aussi un endroit préprogrammé à l'intérieur des différentes phases là, de circulation, où est-ce que ce temps-là va venir intervenir. Puis, donc, ça dépend aussi de la période quand vous l'appelez à l'intérieur du cycle des différentes phases automobiles. Je ne sais pas si vous me suivez, mais si vous l'appelez à un certain moment, il est possible qu'il vienne tout de suite après parce que vous avez eu la chance de l'appeler juste avant l'endroit où est-ce qu'on l'aurait préprogrammé. Mais si vous l'appelez un petit peu plus tard, ben là, il est déjà passé en théorie, donc vous devez attendre l'autre. Typiquement, c'est 120 secondes, c'est un temps de cycle sur le réseau. Puis pour venir un petit peu bonifier ça sur l'axe vers le Lièvre, on a réduit ce temps de cycle-là qui n'est pas de 120 secondes. À la plupart des intersections, il va être plus court. Donc, vous allez avoir l'impression d'attendre moins longtemps, même si vous l'appelez après la phase qu'on aurait préprogrammée. Parfait, merci. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce que si on veut encourager, il faut que quelque part le confort et l'agréabilité de pouvoir traverser facilement soient encouragés, qu'on n'ait pas l'impression que les voitures soient priorisées. Donc, merci pour ces précisions. Merci beaucoup, Mme Herriot. Alors, j'inviterai maintenant M. Jean-Noël Wyss, suivi de M. Alexandre Saint-Laurent. Puis après, je vais reprendre quelques questions écrites. Alors, M. Wyss, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, caméra, si vous souhaitez? M. Wyss? Sinon, on peut peut-être avec M. Alexandre Saint-Laurent. Si jamais vous nous entendez, mais vous ne pouvez pas activer votre micro, M. Wyss, vous pouvez peut-être sortir puis revenir dans la rencontre. À ce moment-là, on va vous demander est-ce que vous autorisez le micro et caméra. Parfois, c'est ce qui explique qu'on ne peut pas l'ouvrir, si jamais c'est votre cas. Alors, M. Saint-Laurent? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais tout d'abord vous féliciter tous ceux qui ont travaillé au projet, là, entre autres pour l'implantation de la VVG2S, là, la voie de virage à gauche, pour l'avoir déjà expérimenté dans quelques municipalités. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de libérer de l'espace pour des cyclistes, donc bravo pour ça. Puis aussi pour le bout de trottoir qui va être fait près de l'intersection avec Bocage. Ça aussi, ça va vraiment aider, je pense, pour les déplacements des piétons dans ce coin-là. Finalement, on est un peu dans la présentation, vous disiez que vous alliez être à l'écoute si on a des commentaires à faire sur l'aménagement. Et je me demandais, est-ce qu'on les fait simplement en écrivant au 311 ou il va y avoir vraiment un canal de communication dédié à ce projet-là? Il n'y a pas de canal spécifique au projet. Il y a comme 2 façons de fonctionner, là. Soit à la suite de la présentation ce soir, vous pouvez écrire à Christina. Vous avez tous ses coordonnées là, lors de votre inscription. Fait que ça, c'est une façon d'en faire. Mais sinon, au fil de la saison, s'il y a des choses qui vous viennent en tête, c'est toujours possible de le faire passer par le 3-1. Puis en fait, nous, on a un canal direct avec le 3-1, là, finalement. Quand il y a des commentaires sur nos projets, c'est automatiquement envoyé à notre équipe. Donc, il n'y aura pas de canal direct dans le sens que vous n'avez pas nos coordonnées professionnelles directes. Ça doit passer par le 3-1, mais soyez assurés que nous, on les reçoit tous là, si vous passez par là aussi. Okay. Merci ça répond beaucoup. bien à ma question, merci. Merci beaucoup, M. Saint-Laurent. Alors, bon, il y avait une autre main, mais elle est disparue. Je vais continuer avec quelques questions écrites, puis s'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas de lever la main. Alors, je reviens 2 secondes. Pardon, je me suis perdue. Bon, alors oui, j'ai M. Michael encore qui demande, avez-vous considéré les passages du train dans les simulations des temps de déplacement près de Bocage? Il y a des bons bouchons qui prennent plusieurs minutes à revenir à la normale après un passage.
Alors, Oui, on n'a oui. pas simulé le passage du train dans les simulations. Par contre, en s'assurant que tout le tronçon en conditions normales demeure fluide, demeure presque identique à l'heure actuelle, on sait que oui, le train va toujours causer des bouchons, c'est normal, il faut attendre parfois quelques minutes là, pour son passage. Puis ça, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas l'éviter. Donc, il va continuer d'avoir cet impact-là, mais c'est ça. Dans le fond, entre l'actuel et le projeté, le projet en tant que tel n'amplifie pas cet impact-là. C'est le train qui va continuer de passer puis de causer un bouchon momentané comme à l'heure actuelle. Parfait, merci. Monsieur Jean-Marc demande bonjour. Tous les trois, allez-vous à vélo au travail? Pourquoi ne pas faire une séparation en dur au lieu d'un marquage au sol pour séparer la route de la piste? Ce serait plus sécuritaire. Comment cohabiter les jeunes cyclistes et le bus? Puis quel est le coût du projet dollars par mètre cyclable? Alors, merci. Je pense qu'on va se partager cette réponse-là. Je peux commencer par la séparation physique. On l'a mentionné un peu, c'est un projet évolutif, fait que c'est un projet qu'on ne peut pas venir réaliser des travaux permanents qui nous permettraient de séparer physiquement de façon dure. Comme vous l'entendez, là, le lien cyclable et la piste. Par contre, de notre côté, on est en train de faire des tests par exemple, de petits blocs de béton ancrés, pas ancrés, différents matériaux et tout ça, entre autres sur le chemin Sainte-Foy. On est en train de les tester cette année, voir si on aurait une possibilité d'augmenter la séparation physique entre les piétons et les cyclistes à l'aide de ce genre d'outils-là. Donc, on n'a pas encore 100% terminé nos analyses, fait que je ne peux pas vous dire à quel moment on déploierait là, ces séparations plus physiques que ça. Par contre, on les teste et c'est le genre de choses qu'on peut venir implanter en cours de projet aussi, là, donc plus tard dans l'année ou bien en début de saison prochaine. Là. Donc, c'est des choses qu'on regarde. Je ne sais pas si Constant, tu voulais bonifier ce petit bout-là. Oui, je vais Ouais, bonifier. En fait, peut-être que vous allez aimer la réponse, mais oui, il y a déjà certains de ces blocs de béton-là qu'on va implanter à certains endroits du tronçon pour apporter, oui, une sécurité, là, surtout à l'approche des intersections. Donc, il va y en avoir sur le projet. Pas autant qu'on voudrait en implanter parce qu'effectivement, on continue les tests, mais il va y en avoir à certains endroits sur le projet. Donc, puis, encore une fois, c'est possible dans les prochaines années de venir bonifier puis d'en rajouter si on voit que ça vit bien dans la prochaine année. Parfait, pour merci. Oui. la cohabitation avec le transport en commun, écoutez, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un compromis qui est fait pour l'aménagement. Donc, en ce moment, l'autobus va s'insérer dans la bande cyclable pour aller déposer ses passagers au trottoir. C'est la situation actuelle. Dans le fond, actuellement, c'est déjà ça. Donc, l'autobus s'insère dans le lien cyclable. C'est des portions où on retire un petit peu de balise, un petit peu plus large là, pour que l'autobus ait l'espace de faire sa manœuvre d'insertion. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va demander aux cyclistes de s'immobiliser derrière l'autobus et d'attendre que l'autobus se réinsère dans la voie d'auto. Là. Dans le cadre du projet évolutif, pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire. Par contre, ça aussi, on teste des solutions ailleurs sur le territoire en projet pilote. Donc, cette année, entre autres, sur le chemin Sainte-Foy, on va tester des plateformes d'autobus pour éviter que l'autobus ait besoin de s'insérer dans le lien cyclable. Donc, c'est le genre de choses qui, dans le temps, pourrait évoluer, mais qui est trop tôt là, pour l'instant à vous parler là, pour le cas spécifique là, de par le livre. Merci beaucoup. Pour le coût du projet, je ne sais pas si David, tu l'as sous les yeux. Je te renverrai la question si c'est possible. Je vais la prendre. Merci beaucoup. Alors, pour ce type de projet-là, dans les projets que l'équipe Vivacité ont fait, les projets évolutifs, ce sont les projets qui coûtent le moins cher, je vous dirais, au mètre linéaire, au kilomètre linéaire, parce qu'essentiellement, ce sont des projets de marquage et d'installation de balises, de bollards, là, donc en bon français. Là. Donc, ce ne sont pas des projets qui nécessitent de travaux majeurs de génie civil où on doit refaire une rue, par exemple, au complet, incluant toute la structure, les trottoirs et que Dieu qu'est on est loin de là.
Donc, ça nous permet de couvrir de très bonnes distances à faible coût. Pour ce qui est du coût de ce projet-là, présentement, on est en période d'appel d'offres avec certains entrepreneurs, exemple, pour faire le marquage ou la pose de bollards, par exemple. Donc, je ne peux pas malheureusement avancer un coût ce soir. Ce coût-là, il va se préciser dans les prochaines semaines, dans le temps. Donc, au fur et à mesure qu'on va recevoir les devis avec les prix là, des entrepreneurs, mais ce sont des projets qui, pour la ville, là, sont réalisables là, de façon là, très rapide et à faible coût sur le territoire. Merci beaucoup. Je continue avec Marie-Pierre Blackburn qui demande est-ce qu'il va y avoir un arrêt pour les cyclistes au coin de Perle-Lièvre et Rivière-du-Berger parce que les cyclistes ne sont pas visibles quand on veut tourner sur Perle-Lièvre? Alors, s'il n'y a pas de réponse, on peut le prendre comme suggestion. Oui, c'est ça, prévu? effectivement. En fait, il n'y a pas d'arrêt prévu à l'heure actuelle. La configuration de l'intersection demeure la même, donc un arrêt pour les automobilistes, mais les cyclistes peuvent continuer en tout droit, comme la circulation véhiculaire d'ailleurs. Mais on le prend, puis merci du commentaire. On va apporter une certaine attention à cet endroit-là. Merci. Roxane Beaumont souhaite savoir est-ce que les camions lourds seront toujours autorisés sur Perle-Lièvre? Alors, il n'y a Oui. pas de. Oui. On poursuit le projet. En fait, le projet s'implante dans la rue actuelle, puis le milieu demeure le même. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on va suivre, comment cohabitent sur la nouvelle configuration les poids lourds et le reste des usagers de la rue. Donc, si on voit qu'il y a des problématiques, on pourrait intervenir, mais pour l'instant, c'est toujours possible de l'emprunter avec les poids lourds. Merci. Ariane Bertrand Gourdeau, dit bonsoir. Est-ce que le boulevard Neuvial qui devient Saint-Jacques a été analysé dans votre étude? J'imagine comme Est-ce lien. que c'est Oui. possible d'avoir un peu de précision, peut-être par écrit, là, Madame Bertrand, en fait? Est-ce que vous voulez dire pour mettre le CVC à la place de Perle-Lièvre ou vous voulez dire est-ce qu'on a analysé l'intersection entre les deux? Donc, c'est possible de nous l'écrire dans le chat, puis on pourra revenir à la question. Parfait, merci. Donc, Madame Bertrand Gourdeau, si vous nous entendez, peut-être nous préciser votre question ou lever la main, puis je peux vous donner la parole. Nicolas demande, serait-il possible de circuler en vélo sur le boulevard Le Lièvre durant les travaux cet été? Oui, on s'assure de maintenir la circulation cycliste, là, puis les travaux se font, c'est beaucoup du marquage, vous l'avez vu. Donc, ça se fait assez rapidement. Puis, durant les travaux, ça peut arriver qu'une nuit, ce soit plus difficile, là. Mais habituellement, on s'assure de maintenir la circulation cycliste sur les travaux qu'on effectue. Il y a pas peut-être fermé durant les travaux, là. C'est pas une interdiction de circuler. Exactement. Ça peut peut-être être plus difficile sur la section qu'on va venir repaver. Mais à ce moment-là, il pourrait y avoir un petit détour. Là. Vous le voyez à l'écran, ça va durer une semaine. Donc, ça pourrait être la section la plus difficile là, cet été sur le chantier. Merci. Puis avant de venir aux deux mains levées de Mme Nathalie Binette et Jean-Noël Louis, j'ai une autre question écrite. Pierre-Marc Doucet, est-ce que du verdissement est prévu le long du projet afin de réduire les lots de chaleur que provoque par le bitume dans ce secteur? Oui, je peux répondre à cette question-là. En fait, malheureusement, dans le projet évolutif, ce n'est pas prévu. On a bien vu dans le questionnaire que c'était un élément qui intéressait beaucoup les citoyens du secteur. Il faut comprendre qu'ensuite, une fois qu'on a mis en place un projet évolutif, ben, on saisit les opportunités pour le rendre permanent. Ce que je veux dire par là, c'est si, par exemple, nos collègues de l'ingénierie avaient un changement d'aqueduc à réaliser, s'il y avait un projet de réaménagement majeur, ben là, l'équipe CVC va se joindre au projet pour intégrer des composantes comme la composante du verdissement qui ne peut pas être réalisée seulement en travaux évolutifs. Fait que malheureusement, non. Par contre, c'est une préoccupation qu'on est bien conscient là, pour ce secteur-là de la ville. Puis quand on aura une occasion, là, on va saisir l'opportunité d'en déployer. Merci. Madame Ariane Bertrand Gourdeau est revenue avec une précision. Elle voulait savoir si la sécurité du tronçon Neuvial-Saint-Jacques a été analysée. Ça dépasse effectivement le projet de ce soir.
C'est ça, le projet de ce soir concernait le boulevard Perle-Lièvre. On est au courant que Neuvial, c'est sûr qu'il y a des entrées charretières beaucoup. C'est une piste bidirectionnelle dans les endroits où est-ce qu'il y a des automobilistes là, qui peuvent s'insérer dans leur course. Ça peut causer un sentiment d'insécurité, mais non, dans ce cas-ci, on s'est concentré sur Perle-Lièvre, qui est quand même 5,1 km qu'on vient bonifier, donc c'était déjà un gros morceau. Merci. Puis, Mme Mario demande aussi, est-ce que l'aménagement des voies cyclistes est prévu d'être 4 saisons? Oui, la réponse est oui. CVC, on va toujours concevoir là, pour que le lien soit 4 saisons. Puis c'est prévu qu'il soit utilisé de cette façon-là également. Merci. Alors, on est rendu aux questions au micro. Donc, Mme Nathalie Binette, si vous souhaitez poser votre question, activez votre micro. Ok, Mme Binette, vous êtes capable d'activer votre micro? Sinon, peut-être je vais vous donner le même conseil que M. Wyss. On verra si ça fonctionne, M. Wyss, peut-être. Je vais vous demander d'ouvrir votre micro. Est-ce que ça fonctionne? Caméra fonctionne. Oui, le micro est activé Oui. là. Mais oui, Bonsoir. Bonsoir, c'était un peu de Donc, tapage. J'étais comme oui. bas, c'était bizarre. Ah, parfait. Donc, Mme Binette, peut-être si ça ne fonctionne toujours pas, le micro, essayez de sortir, utilisez le même lien pour entrer, puis assurez-vous de cocher que vous autorisez que le micro et caméra soient... Bon, parfait, je pense qu'elle a fait ça. Alors, oui, bonsoir, M. Wyss. Oui, bonsoir. Donc, conseil de quartier de Vanier. J'avais 3-4 points là. Au niveau de l'intersection entre Gaudin, Nolin et puis Perle-Lièvre, est-ce que vous avez envisagé éventuellement, comme c'est une intersection qui est un peu particulière avec 3-4 lumières mais décalées, est-ce que vous avez envisagé un giratoire? Premier point. Ensuite, au niveau de la bretelle d'autoroute, donc Perle-Lièvre, direction ouest, il y a beaucoup de véhicules qui prennent la bretelle. Est-ce que vous avez prévu quelque chose d'un peu plus marquant, je ne sais pas, des lumières, des panneaux, quelque chose, parce que c'est vraiment un endroit qui a été mentionné comme quoi c'était pas sécuritaire. Puis là, on n'en a pas entendu parler. S'il y avait quelque chose qui était prévu spécifiquement pour cet endroit-là, là, pour pratiquer ce tronçon-là, c'est un point, moi, que, en tant que cycliste aguerri, que j'aime pas, là. Je fais des grands signes aux voitures pour leur dire, moi, je vais tout droit, là, je tourne pas à droite sur la bretelle. Donc, ce point-là. Ensuite, vous avez parlé de la transition entre Perle-Lièvre puis Bocage. Est-ce que vous avez prévu la même chose au niveau de Neuvial avec des marquages au sol assez prononcés, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de cyclistes, de piétons et de véhicules qui se croisent à cette intersection-là? Et puis enfin, concernant le déneigement, on sait que ça va être déneigé, mais comment ça va se passer les opérations? Parce que il semble qu'il y a des petits pépins sur d'autres voies, comme sur Marie-l'Incarnation, au niveau du déneigement. Il va peut-être y avoir des choses à ajuster dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, mais il y a parfois des amoncellements de neige qui ne seraient pas propices au déplacement à vélo. Donc, c'était mes petits points, mes suggestions. En tout cas, merci pour ce travail. Je pense que ça va être bien plus agréable de rouler sur Perle-Lièvre dans le futur. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Wyss, pour vos interventions. Alors, je pense que M. Lachance, vous voulez intervenir pour la partie déneigement. Je vais prendre le déneigement, mais je vais vraiment laisser à Constant, Véronique, la réponse des éléments plus techniques. Dire effectivement, le déneigement du lien est bien prévu, donc tout ce qui est corridor vivacité. On a justement mis à jour la politique de déneigement aujourd'hui. Elle est disponible sur le site web. Je vais m'assurer peut-être de partager le lien dans la discussion ici pour que vous puissiez constater un peu la stratégie qui est prise et qu'on met déjà verbalement et graphiquement de l'avant pour dire que dans des conditions normales de déneigement, donc 15 cm et moins, on va être bien capable d'entretenir le lien et d'assurer un grattage et que ça se fasse bien. C'est sûr que lorsqu'on a des accumulations de neige plus importantes, 20-30 cm, là, nos liens cyclables sont mis sous pression, étant donné qu'on donne la priorité aux plus vulnérables, à savoir les piétons. Donc, c'est sûr que notre travail se fait et l'accumulation de neige
arrive un petit peu dans l'espace cyclable, donc il y a peut-être moins d'espace, comme vous le dites, pour accumuler la neige, étant donné le grand volume qui est apporté par la rue et le trottoir. Cependant, nous, notre objectif, c'est de le remettre en fonction quand même de façon rapide. Mais vous dire, c'est sûr que 15 cm et moins, là, le grattage, le ramassage va pouvoir bien s'effectuer là, selon les normes prévues à la politique de déneigement. Donc, je laisse Véronique et Constant pour les aspects plus techniques et je vous mets le lien dans la discussion. Je peux peut-être compléter là, seulement pour le déneigement, simplement vous dire que la zone tampon dans le projet Perle-Lièvre est plus large que celle sur Marie de l'Incarnation aussi. On a un petit peu plus d'espace disponible, fait que ça nous aide aussi à offrir un meilleur service. Puis c'est quand Constant vous mentionnait tantôt qu'on suit nos projets après leur mise en place, ben, le déneigement, c'est un des aspects qu'on va suivre, qu'on va documenter dans l'hiver, puis on va tenter de bonifier. Là, donc, on va observer aussi la réalité là, sur le terrain. Constant, je te laisserai répondre pour le giratoire puis la bretelle d'autoroute. Là, je pense que c'est plus ton domaine. Oui, exact. Pour ce qui est de la section là, qu'on va, oui, Godin, là, qu'on va venir, où est-ce qu'on va venir intervenir en 2026? On commence à peine là, à se remettre là, sur ces dessins-là. Donc, on va regarder si le giratoire est possible. C'est sûr qu'on est toujours contraint là, dans l'espace qu'on a, puis dans les propriétés de la ville, à moins qu'on s'en aille en acquisition. Mais on va le regarder comme on fait toujours il y a possibilité de le faire. Et si ça apporte un gain, autant en sécurité là, qu'en fluidité, puis sur le reste de l'axe. Pour la bretelle, oui, je suis d'accord avec vous. C'est un endroit où est-ce que c'est un peu moins confortable pour les cyclistes. Cette année, ce qu'on fait comme intervention, c'est du marquage à cet endroit-là. On vient vraiment rehausser là, la présence du cycliste avec du marquage vert, avec des blocs blancs là, qui ceinturent la bande cyclable à cet endroit-là. Il y a aussi une traversée piétonne à cet endroit-là qui est pas gérée par feu. Donc, on vient aussi rehausser la traversée à cet endroit-là pour vraiment marquer là, les deux types là, de transports actifs là, qui se produisent à cet endroit-là pour les automobilistes. Mais pour cette année, on reste en marquage. On est conscient que c'est moins confortable. On l'a vu dans le sondage. Moi aussi, je roule sur Perle-Lièvre, puis je connais le secteur. On va poursuivre les observations de ce côté-là. Puis, comme on a dit souvent, là, les bonifications sont possibles et il n'y a rien qui indique là, qu'on ne pourrait pas venir ajouter plus de protection si on voit que c'est nécessaire. OK, merci. Il y avait aussi, je pense, le secteur bocage, le marquage. Pouvez-vous répéter la question? Oui, c'est ça. C'est que vous avez prévu une transition entre Perle-Lièvre et bocage. Est-ce qu'au niveau, il y aurait là, à peu près l'équivalent entre Neuvial et Perle-Lièvre? Oui, en fait, Neuvial et Perle-Lièvre, on vient rehausser le marquage, faciliter la traversée là, dans toutes les directions. On sait que c'est un croisement en T à cet endroit-là, avec différents aménagements, des bandes cyclables sur Perle-Lièvre, une chaussée désignée au sud vers le parc, une piste bidirectionnelle au nord. Les connexions peuvent être difficiles. Cette année, on rehausse le marquage, on indique où est-ce que les cyclistes effectuent leur traversée. Et on facilite tout ça avec le marquage vert et piéton. C'est aussi un endroit où est-ce qu'on a identifié qu'on pourrait venir faire des modifications l'année prochaine ou dans les années subséquentes, là, refaire le trottoir, refaire les amorces des pistes, faciliter comment les cyclistes peuvent s'insérer sur les pistes. Donc oui, c'est ça pourrait faire partie des bonifications dans les prochaines années. Puis juste un petit commentaire au niveau de Neuvial, là, ce qui est problématique en ce moment, c'est les travaux sur le viaduc, où c'est pas bien clair, où on passe les vélos. Il y a des plots là, mais c'est un endroit qui actuellement qui n'est pas très sécuritaire sur Neuvial là, pour information. Merci, on prend note. Merci beaucoup. Alors, sur le déneigement, toujours, Madame Roxane Beaumont, il dit pour le déneigement de la piste cyclable, présentement, la neige sur Perle-Lièvre est ramassée et non soufflée sur le terrain des résidents pour une question de sécurité pour tous. En sera-t-il de même avec la piste cyclable 4 saisons? Oui,
En Oui. fait, Oui. peut-être que M. Lachance va vouloir répondre en plus, là, mais en fait, le mode de déneigement ne change pas. La différence, c'est qu'il y a un outil de plus qui va circuler, là. Il y a un outil qui passe sur le trottoir, il y a un outil qui passe sur la piste et il y a un outil qui passe sur la voie d'auto. Donc, on rajoute un outil sur la piste, mais par contre, là, la neige est toujours ramassée et non soufflée. Fait que ça, il n'y aura pas de changement à la réalité que vous connaissez, là. Puis comme j'ai effleuré rapidement, ben, la zone tampon où on met les balises là, devient un petit peu un espace où la neige peut s'accumuler avant qu'on vienne la récupérer. Donc, avant qu'on vienne la retirer. Mais on ne va pas souffler sur les terrains des gens. Merci pour la précision. Madame Myriam Nigner-Hudon. Alors, bravo à l'équipe. Bonne idée de passer aux 3 voies avec l'espace central pour virage à gauche. On réduit la capacité routière, enfin. Belle audace. Ça fait longtemps que j'attendais que l'on prenne cette décision de favoriser la mobilité durable. On peut voir ça plus globalement. On peut avoir ça plus globalement pour Marie-l'Incarnation ou éventuellement sur Amel pour la partie entre vers le centre de foire, s'il vous plaît. Les virages à gauche sont particulièrement dangereux car on doit regarder 2 voies, plus la voie cyclable ou chaussée où on pourrait passer d'un piéton. Ils causent aussi beaucoup de congestion en faisant attendre des véhicules derrière eux. On voit une sorte d'effet d'accordéon sur Marie-l'Incarnation au nord de l'église Saint-Malo vers Vanier. Alors, il y en a qui demandent dans leur quartier aussi des voies centrales. Alors, je vois, c'était plus un commentaire, là, donc merci, Madame Nickner-Hudon. Je pense que j'ai une autre main levée, je vais vérifier. Non, c'était toujours M. Wyss. Alors, je n'aurai pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des commentaires? Je vais faire un tour dans les questions écrites. J'en vois plus. Des mains levées non plus. Alors, je pense que ça faisait le tour. Donc, je vais inviter M. Pierre-Luc Lachance pour le mot de la fin. Ah, j'ai encore une main levée. Attendez un petit peu. M. Jean-Marc. Oui, attendez, je vais vous mettre à l'écran. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro pour poser votre question. Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir votre micro? Bonjour, Oui, bonjour. Vous bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Ok. J'y avais posé une question, mais apparemment, elle n'a pas été diffusée, mais c'est pas grave, je vais vous la donner oralement. Je vous remercie déjà pour avoir répondu à mes questions précédentes, hein, c'est très intéressant. Moi, je suis d'origine française, comme vous l'entendez. J'ai pas mal d'expérience en tant que cycliste dans des grandes villes comme Nantes, Rennes, etc., où ils mettent une politique vélo en place un peu à marche forcée, hein, pour, on va dire, éliminer les véhicules de la ville. Ça me convient très bien puisque moi j'habite à proximité de Rennes, donc j'allais à vélo tous les jours aussi. C'est pour ça que ma première question aussi, c'était est-ce que vous vous déplacez à vélo souvent, on va dire, de votre Voilà. travail? J'ai mon casque. Non, mais bon, c'est bien aussi de Puis savoir les autres encore de plus. quoi on Oui, parle oui. aussi assez souvent. Et donc, j'ai bien compris qu'il est très difficile d'annoncer des chiffres, on va dire, notamment sur les budgets, mais vous avez quand même des exemples à Québec qui ont déjà été réalisés. Donc, un mètre linéaire, enfin, le coût d'un mètre linéaire, il est quand même, à mon avis, assez facile à donner. Je vais la prendre si vous permettez. C'est sûr que là, on a un fond d'écran, mais derrière moi, j'ai mes 2 vélos. Donc, je peux vous garantir que je me déplace à vélo et encore plus avec la saison à vélo qui a commencé dernièrement. Donc, je veux dire que je suis un bon amateur de vélo. J'ai, comme on dit, déjà plus de 2000 kilomètres, mais ça inclut l'entraînement intérieur parce que je suis un cycliste utilitaire et aussi un cycliste sportif. Donc, quand Véronique fait la présentation, puis elle dit on ne fait pas ça pour les cyclistes en micra, les corridors vivacité, elle s'adresse à moi. Donc, c'est toujours comme ça, on fait la blague à l'interne. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, en fait, on n'arrive pas à répondre à votre question parce que chaque projet a ses spécificités. Donc, on n'est pas en mesure de vous dire le mètre linéaire coûte tant.
Parce que le mètre linéaire dépend du nombre d'intersections qu'on va croiser, qui vont nécessiter du marquage vert. Les mètres linéaires vont dépendre aussi du nombre de bollards qu'on doit mettre. Est-ce qu'on doit mettre, par exemple, des barrières de béton? Donc, Constant vous a parlé un peu tantôt. Est-ce que combien on a de feux de circulation à faire? Est-ce qu'on a, par exemple, à rajouter des feux pour cyclistes spécifiquement? Donc, on n'arrive pas nécessairement avec un coût de moyen sur lequel on se base, mais on avait déjà en 2023 dévoilé le coût pour le chemin Sainte-Foy, qui à l'époque avait coûté 326 000 mais on n'est pas à l'aise à faire une extrapolation parce que le chemin Sainte-Foy avait quand même beaucoup plus d'intersections à feu que ce qu'on a, par exemple, sur le projet de Parle-Lièvre. Donc, pour nous, on ne veut pas donner une extrapolation parce que chaque projet a ses spécificités, mais sachez que, je peux vous le dire, ça coûte quand même beaucoup moins cher de faire un projet évolutif et de corriger un projet évolutif que de tomber en projet permanent du premier coup. Et c'est pour ça qu'on a développé cette stratégie de travail-là, d'aller en évolutif pour se donner une place à l'amélioration et ensuite faire des projets permanents de la façon finale la mieux possible. Voilà. Merci beaucoup. Puis, puisque vous Merci. êtes sur... Merci beaucoup, M. Jean-Marc. Ça répondait à vos questions? Bah non, mais c'est pas grave. Je vois ça que c'est faisait le toujours tour. aussi difficile du coup d'annoncer les chiffres, mais bon, c'est souvent comme ça. Ben, En tout cas, ça c'est peut une être belle connu après, initiative. mais Hein. pas avant. C'est ça qu'on dit. On ne peut pas le. On Ouais, peut mais pas bon, oui. bah oui, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une belle initiative hein, de mettre ça en place. À Québec, je veux dire que c'est quand même. Il y a beaucoup à faire, effectivement, beaucoup d'infrastructures à mettre en place, et puis. Avec l'expérience, effectivement, ce projet, comme vous dites, évolutif, sera amené certainement à changer et à s'adapter, on va dire, aux contraintes de chacun. Bravo, c'est bien. Super. Merci. Puis si je peux me permettre juste de compléter pour l'équipe CVC, vous avez demandé si on venait travailler en vélo. En fait, la beauté, vous vous doutez bien qu'on est une équipe qui est sensibilisée aux enjeux vélo, là, si c'est notre domaine de travail. Mais la beauté de notre équipe, c'est qu'on est vraiment diversifié et chacun dans notre réalité respective, on arrive à intégrer la mobilité active d'une façon ou d'une autre, là. Donc, on a des gens qui habitent en grand centre-ville, qui font du vélo 4 saisons, qui font du vélo pour leur loisir aussi. On en a des gens qui aiment faire du vélo, mais seulement la fin de semaine. On a des gens qui habitent en banlieue, qui habitent au centre-ville, qui ont des jeunes familles, qui n'ont pas de jeunes familles. Donc ça, c'est sûr que ça nous donne une belle perspective là, des différentes réalités de nos concitoyens, mais bien sûr, c'est sûr qu'on a toute la sensibilité vélo, là, étant donné qu'on y travaille. Là. Mais moi, dans mon cas, je suis dans les plus intenses de l'équipe. Donc, voilà. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Marc. Au revoir. Au revoir. J'avais une autre question reliée au coût là, de Myriam Lignac-Hudon qui veut savoir le prix du déneigement. C'est peut-être encore plus pointu, là, mais si ça peut être, c'est peut-être, on ne va pas le prendre comme suggestion, ça peut être plus raffiné, ce coût du déneigement, mais ça pourrait être répondre aux détracteurs là, du déneigement des pistes cyclables. En fait, la réponse globale qu'on donne, c'est que ça ne coûte pas plus cher de déneiger un trottoir qu'un lien cyclable. Et l'objectif est de justement permettre une sécurisation des deux. Parce que le corridor vivacité, on parle beaucoup de l'aspect vélo ce soir, c'est normal, c'est un peu le dada. Mais l'objectif, c'est d'améliorer toutes les formes de mobilité. Fait qu'on vient aussi aider à entretenir le trottoir et le rendre plus sécuritaire et éviter les éclaboussures, les splashs, les accumulations. Donc, pour nous, le lien cyclable vient bien être en complémentarité du déneigement du trottoir. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste vérifier si j'ai d'autres questions. Je vais voir les mains levées. Il n'y a pas d'autres mains levées. Il y a Mme Mériot. Et c'est sincère, merci à l'équipe. Hâte d'essayer de nouveaux aménagements dans les prochains mois. Merci, Mme Mériot. On a hâte de vous voir sur les
sur les pistes cyclables. Puis, une autre question sur le coût linéaire. On a déjà parlé on ne peut pas donner d'estimation ce soir, mais ça va être probablement prochainement, là. Alors, ça faisait le tour, donc, des questions. Là, c'est pour vrai. Là, je vous donne la parole, monsieur Lachance, pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, merci encore une fois, Christina, pour l'excellente animation de la soirée. Merci à David Véronique et Constant pour une présentation de haute qualité qui donnait, je pense, beaucoup d'informations, qui a répondu, je crois, à beaucoup de questions. Merci à toutes et tous aussi de votre participation ce soir. Pour ceux et celles qui ont posé des questions, pour ceux et celles qui ont juste écouté aussi. N'hésitez pas, comme on l'a dit, à revenir par les moyens qu'on vous a évoqués pour finaliser, comme on dit, si vous avez d'autres éléments. Pour nous, c'est un projet super intéressant qu'on vient positionner dans le secteur, un projet qui est nécessaire. Merci beaucoup. Alicia, là, je vois que ta caméra est fermée. Si tu veux l'ouvrir pour dire un bonsoir à ta gang. Je pense que comme ça va être facile. Donc, Alicia, vu qu'on est chez toi, dans ton arrondissement, je t'offre de conclure la soirée. Oui, c'est gentil. Je pense qu'elle n'était pas fermée. Je ne suis juste pas dans les présentateurs de la soirée, mais merci Pierre-Luc de me donner cette opportunité-là. Je veux surtout remercier les gens des deux conseils de quartier, là, Vanier puis du Berger-les-Saules, qui étaient présents aujourd'hui, qui portent la voix de plusieurs citoyens qui, depuis plusieurs mois, plusieurs années, là, viennent parler des enjeux de sécurité pour tous les usagers là, par le Lièvre. Alors, j'ai bon espoir qu'on vienne régler, peut-être pas tous, mais en tout cas, une bonne partie de ces enjeux-là de sécurité et que ce soit plus convivial, finalement, de s'y promener. Merci pour votre participation à vous tous d'avoir été présents. Et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, là, mais je veux quand même que ce soit répété. N'hésitez pas à nous revenir. Vous pouvez me revenir à moi aussi directement ou à travers les conseils de quartier, le 3-1, comme on en a parlé tantôt, mais ça va être important d'avoir votre rétroaction dans les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup et une belle soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, merci.